Cigarillos y calva. Cigarillos y calva. Bonjour à tous, c'est reparti, saison 2 de Cigarillos et Calva, votre podcast littéraire et politique. Et pour ce premier épisode, on va parler d'écologie. Je vais en parler d'un angle un peu tranquille. On va parler des prédictions, des escrologistes qui nous annoncent tous les 10 ans la catastrophe pour les 5 ans qui viennent, catastrophe qui n'arrive jamais bien entendu. Et donc je fais ce podcast sur ce thème-là précisément, parce que le premier podcast que j'avais imaginé sur la question générale de l'escrologie, n'a plus de raison d'être, car il y a quelques jours, le Raptor a sorti une vidéo sur sa chaîne, le lien est en description de ce podcast, où il fait un gros exposé. Je crois que sa vidéo dure 1h10, 1h20 à peu près de mémoire, et dedans il dit tout ce qu'il y a à savoir sur l'escroquerie du catastrophisme climatique et du réchauffement climatique d'origine anthropique. Je vous invite à voir sa vidéo pour un exposé complet sur le sujet. Et nous, pour cette rentrée, tranquillement, on va se focaliser sur le côté Madame Irma des charlatans qui se prennent pour des pontes de la politique et de l'écologie. Avant d'attaquer ce petit podcast donc consacré à l'escrologie, aux prédictions foireuses, j'aimerais vous dire deux choses. Première chose, donc je vais m'appuyer sur notamment un livre dans ce podcast qui est un livre de Philippe Randa, enfin un ouvrage collectif dirigé par Philippe Randa. Le livre s'intitule La désinformation autour de l'écologie. Le lien est en description du podcast évidemment. Je m'en sers pas pour ce podcast, mais sur le sujet de l'escrologie, je vous invite fortement à lire le livre ou relire le livre d'Alban Darguin intitulé Éolienne, un scandale d'État, et à écouter les conférences qu'il y a dans le milieu nationaliste sur ce sujet de l'escrologie. C'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps ces derniers mois et ces 2-3 dernières années par le camp national, et c'est une très bonne chose, donc n'hésitez pas à vous renseigner, puisque plus vous serez renseigné sur l'escrologie, sur la différence entre l'écologisme et la vraie écologie, et bien moins vous serez malléable et perméable au politiquement correct et à ceux qui vous rêvent décarbonés, c'est-à-dire morts. Voilà, donc l'intro était un petit peu longue, mais elle n'est pas finie. Je vous informe que ce podcast audio est composé de paroles, évidemment. Vous le savez, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'intégralité des textes de la première saison de Cigarillos et Calva est disponible dans un recueil. Là aussi, le lien est en description, sur le site édition-saint-barthélemy.fr, un recueil intitulé Réflexions intempestives, où vous retrouvez tous les textes que j'ai pu déclamer dans le podcast, mis en forme bien évidemment pour le format livre, et préfacé par Mario Varro. Donc j'espère que vous le commanderez et qu'il vous plaira. Vous y retrouverez l'esprit de Cigarillos et Calva, avec cette petite différence que plutôt que d'être scotché à un casque, un écouteur ou un écran, vous pourrez tranquillement apprécier ces réflexions, ces points de vue dans votre lit, sur un canapé, etc. Au calme, avec un petit verre de Calva et puis un petit Cigarillos bien fumant. Voilà, l'introduction est terminée. Ça fait quand même 4 minutes que je vous dis que le podcast va commencer, donc il est temps de s'y mettre. Alors, ce podcast, donc je vous l'ai dit, je l'ai voulu consacrer à l'escrologie dans son côté soi-disant prédictif.
au cours des 20 dernières années minimum, parce que là je parle pour moi, les militants écologistes ont fait état de diverses histoires de catastrophes climatiques. Moi, la première que j'ai entendue quand j'étais en primaire, c'était au collège, pardon, c'était sur le trou de la couche d'ozone qu'elle allait tous tout tuer. Et puis, les diverses histoires de catastrophes climatiques, elles ont discrètement été abandonnées par les militants écologistes sans s'excuser lorsque les preuves contraires à ces catastrophes annoncées sont devenues trop accablantes, trop évidentes, ou que les dates de péremption étaient passées. On se rappelle de Greta Thunberg qui nous disait il y a quelques années qu'on n'avait que 6 mois pour agir avant de tous mourir. La seule constante qu'on peut trouver, la seule cohérence qu'on peut trouver dans le discours des militants écologistes qui essaient de nous faire peur, eh bien c'est cet usage constant de la tactique de la peur. On doit avoir peur, on doit être sidéré, et ça peut vous paraître anecdotique, voire enfantin, mais ça marche. Il y a vraiment, bon c'est lié à d'autres problèmes psychologiques évidemment, mais il y a vraiment des gens qui sont victimes au premier degré d'éco-anxiété. Il y a vraiment des gens qui se font mutiler en chirurgie pour ne pas procréer, parce que procréer ce serait créer des êtres humains, donc créer du CO2, donc créer de la mort, puisqu'on a réussi à nous faire croire que le CO2, qui est la vie, c'était la mort. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que la tactique de la peur utilisée par les militants écologistes, c'est pas du tout anodin, et nous ça nous touche pas parce qu'on est formé, parce qu'on est solide. Quand on est engagé en politique, on a le cuir un peu épais, mais il y a plein de gens qui sont perméables à tout ça et qui pensent que être écolo c'est comme être gentil ou comme être propre, c'est normal. Et ça aussi il faut l'avoir à l'esprit. Les écologistes ont réussi à mettre ça dans la tête de l'opinion publique, et ça fonctionne très bien à tous les niveaux, même dans les entreprises. Être écolo c'est normal, c'est bien, c'est comme si vous étiez propre ou sage ou gentil. Et ce genre de podcast est là pour dire que les écolos sont des escrocs et des menteurs, si ce n'est des pourris et des corrompus. Le premier hoax auquel je voudrais faire allusion, c'est la disparition des ours polaires. Et là, ça a été facile d'attendrir l'opinion mondiale là-dessus, puisque c'est trop mignon un ours blanc. Eh bien, ils allaient tous mourir à cause des méchants blancs qui prennent leur voiture pour aller travailler au lieu de prendre leur vélo électrique. Eh bien, sur la disparition des ours polaires, par exemple, le film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, sorti en 2006, et qu'il allait présenter dans tous les pays du monde en avion bien évidemment, eh bien ce film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, représentait un ours polaire triste flottant vers sa mort. Le Washington Post a averti 2 ans avant, en 2004, que l'espèce était menacée d'extinction. La fameuse 6e extinction peut-être. Et le responsable scientifique du Fonds mondial pour la nature a affirmé que certaines populations d'ours polaires seraient incapables de se reproduire d'ici 2012, donc il y a donc 12 ans. Cependant, Andrew de Rocher, professeur de biologie à l'université d'Alberta, a remarqué que sur la baie d'Hudson, au Canada, l'activité des ours polaires était aussi intense que dans les années 80, années 80 qui furent, paraît-il, les années fastes pour les ours polaires. Le chercheur reconnaît que ce phénomène est une bonne nouvelle pour la survie des ours. Je me permets d'ajouter que c'est une très mauvaise nouvelle pour la propagande écologiste, mais ces escrocs se garderont bien de sabrer de champagne et préféreront partir à la recherche d'un autre prétexte pour nous vendre de la peur et du catastrophisme. Un autre point où les prédictions étaient là encore soit fausses soit mensongères, la disparition de la barrière de corail. Pareil, ça c'est à cause des méchants blancs. Les méchants blancs qui sont un problème pour l'humanité. Eh bien, l'enseignant et ingénieur Marco Nuss a partagé une mise à jour de l'étendue de la grande barrière de corail en Australie. Les prédictions alarmistes se sont encore totalement trompées, et elle est depuis 3 ans à son maximum historique depuis 1986. Pour information, elle représente en surface 30% de tous les coraux du monde. Là encore, pas de grande célébration écologiste pour cette bonne nouvelle, mais encore et toujours des demandes de contrôle, de taxes et de privation. Quelle est la différence entre un écologiste et un soviétique? Dur à dire. Au-delà des ours polaires, de la disparition de la barrière de corail, j'aimerais vous parler du refroidissement climatique.
Alors, les plus jeunes d'entre vous vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh bien justement, je vais vous lire un texte de Philippe Joutier, intitulé Un peu de glace dans la canicule ou les incertitudes prédictives, qui est paru dans l'ouvrage collectif intitulé La désinformation autour de l'écologie, donc dont je vous ai parlé en introduction de ce podcast, et qui est paru donc cette année aux éditions du Alpha. Voici ce que nous dit Philippe Joutier. 40 degrés, prémisse d'un avenir annoncé apocalyptique et qui irait s'accélérant. Sans contester ce réchauffement, ni l'augmentation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, d'ailleurs bénéfique pour la planète qui se revégétalise, ce serait plutôt cette accélération présentée comme indiscutable que conteste un collectif de scientifiques qui se définit climato-réaliste. Soucieux d'en tester la fiabilité, ils se sont penchés sur 50 ans de prévisions climatiques. Surprise. On passe du chaud au froid, là c'est moi qui le dis, mais surprise parce que là on est censé tous brûler et les anciennes prédictions avaient envisagé l'inverse. Je reprends la citation. Dès 1970, l'angoisse climatique du moment est celle à venir d'une grande glaciation, le Big Freeze. En 1972, le Time alerte ses lecteurs. Les scientifiques constatent un accroissement de la calotte glaciaire et une diminution des températures depuis 1940. De 1971 à 1973, les zones de neige et glace se sont plus étendues que durant les 7 années antérieures. Et toujours plus tôt et plus vite, la conclusion s'imposait, nous étions à la veille d'un nouvel âge glaciaire d'au moins 500 ans. Les causes, les aérosols, le déplacement du jet stream vers le sud et le changement d'inclinaison de l'axe de la Terre. Heureusement, le dioxyde de carbone sauverait la planète. Pourquoi ? Car il devrait neutraliser le cycle glaciaire annoncé. En 1975, Newsweek renchérit. Le refroidissement climatique est causé par l'homme. Et en 2000, le monde connaîtra un nouvel âge glaciaire. Il y a urgence à agir et cette lourde tâche revient aux hommes politiques. Mais on doute de leur volonté, les climatologues sont pessimistes quant à la volonté des leaders politiques de prendre des décisions permettant de contrebalancer les changements climatiques, voire d'en ralentir les effets. Le numéro 681 du magazine Science et Vie, datant de juin 1974, va dans le même sens. Le refroidissement en cours du climat mondial alarme les experts agronomes de tous les États, car il menace les zones tempérées d'une baisse nette des récoltes, peut-être aussi de catastrophes agricoles et donc d'une famine sans précédent. Remède possible, répandre de la suie pour faire fondre la banquise ou faire remonter les eaux chaudes en atomisant les océans. En 1977, un groupe de scientifiques regroupés sous le nom d'Impact Team publie La conspiration climatique, la venue du nouvel âge glaciaire. En prime, 2 rapports de la CIA sur le sujet. Et les peurs se multiplient. Le Club de Rome annonce la fin du pétrole en l'an 2000. Paul Ehrlich, dans son livre The Population Bomb, explique que trop nombreuse, l'humanité, dès 1985, mourra de faim. La bataille pour nourrir l'humanité est perdue, il en était sûr. Puis la planète fut menacée par les pluies acides et le trou dans la couche d'ozone, sans oublier le bug de l'an 2000. Mais attention, tout ceci est du hoax. Du moins selon le journal Le Monde, qui s'est intéressé aussi aux climatologues de ces années-là. Avec, accrochez-vous, cette révélation illuminatrice, non, ils n'étaient pas tous d'accord. Citation du Monde, il n'y a en réalité jamais eu le moindre consensus dans la communauté scientifique dans les années 70 pour affirmer que la Terre était entrée ou allait entrer dans une phase de baisse durable et prolonger les températures. Sur 71 études sur le climat publiées entre 65 et 79, seules 7 prévoyaient une baisse des températures. La grande majorité d'entre elles, plus d'une quarantaine, s'appuyant sur des principes physiques connus depuis plus d'un siècle, anticipaient sans surprise que les températures augmenteraient sous l'effet des émissions de dioxyde de carbone. Conclusion, évidemment, il y avait débat. Mais qu'imaginaient donc les journalistes du Monde ? L'unanimité ? Risible. Mais assez pour reprocher leur partialité aux non-climato-corrects qui, pour semer le doute, utilisent les errements de la théorie du Big Freeze, mais omettent de rappeler qu'elle était controversée. Sans doute. Mais alors, quelle est cette déontologie qui permet arbitrairement de juger pertinentes les voix discordantes de 74, mais condamnables celles de 2024 ? Car après tout, sommes-nous sûrs que les gourous climatiques d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qui affirmaient en 75 ce Big Freeze ?
Le monde s'est-il posé la question? Plutôt que d'appeler au sursaut moral et de discréditer les insoumis, la symétrie des situations, malgré 50 ans d'écart entre ceux qui savent et ceux qui doutent, devrait plutôt appeler à la prudence et au recul réflexif. Voilà pour la citation de Philippe Joutier. Effectivement, on conteste les prédictions d'il y a 50 ans en disant « mais il y a des scientifiques qui disaient autre chose », mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit autre chose que ce que dit le consensus climato-catastrophiste, eh bien on est complotiste tout simplement, ou nazi, ou tout ce que vous voulez, dans ces eaux-là. En réalité, donc on a abordé la couche d'ozone, les pluies acides, la disparition de la barrière de corail, le refroidissement climatique, la disparition des ours polaires. En réalité, on pourrait multiplier les exemples de ce genre, du trou dans la couche d'ozone d'ailleurs, qui se résorbe et grandit sans cesse sans qu'il semble y avoir de lien avec la moindre de nos activités humaines, jusqu'à la montée des eaux qui n'en finit pas de ne pas monter finalement, j'en passe des dizaines et des dizaines. Et d'ailleurs, dès 2013, ça m'a intéressé, je ne m'attendais pas à trouver ce nom-là en préparant ce podcast, mais dès 2013, soit 7 ans avant le début du délire sanitaire lié au Covid-19, le professeur Didier Raoult mettait déjà à mal les pseudo-experts et les marchands de catastrophisme. Il écrivait ceci dans Le Point, c'était en octobre 2013. « Vouloir prédire l'avenir est sans doute l'un des comportements les plus anciens de l'humanité. Les gouvernants ont toujours consulté les devins pour connaître l'issue des guerres ou les catastrophes qui pouvaient leur tomber sur la tête. Dans notre époque scientiste, c'est aux mathématiciens qu'on fait appel pour connaître l'avenir. À cet égard, le réchauffement de la planète est un exemple remarquable. Un site a recensé 72 prédictions erronées émises sur le climat et la température de la planète depuis 121 ans. 72 prédictions erronées, vous vous rendez compte ? Là, c'est moi qui parle, c'est plus le professeur Raoult, mais ça veut dire qu'il y a au moins 72 occasions où des gens se sont opposés à des prédictions et se sont vus opposer la science une, indivisible, consensuelle et intouchable et incritiquable, et se sont certainement fait retirer des subventions, des bourses, de quoi faire vivre leur laboratoire, leur bureau d'études, ou même avoir été traités de complotistes ou de fous. Comme c'est arrivé sur le Covid, et la preuve que les choses vont quand même beaucoup plus vite. Sur le Covid, la réalité arrive beaucoup plus vite que prévu, puisque le canular a commencé il y a un peu moins de 4 ans et demi, et on est déjà couvert de littérature, de déclarations, d'interviews, d'émissions, sur tous les bobards de l'époque. C'est une bonne nouvelle. Je reprends la citation de Raoult. Ainsi, le modèle mathématique, établi à la fin du XXe siècle pour prédire l'évolution de la température de la Terre avec 95% de certitude, s'est révélé faux. La température actuelle est en dessous des limites prévues par le modèle. La planète ne se réchauffe plus depuis 1998. Jusqu'à cette date, le réchauffement brutal était lié à un phénomène météorologique El Niño. Depuis, l'inquiétude est entretenue par le fait que les glaces de l'Arctique continuent de fondre. Certes, mais dans l'hémisphère sud, le volume de la glace de l'Antarctique, lui, va en augmentant depuis 90. C'est le thème d'un récent travail, récent en 2013, c'est le thème d'un récent travail paru dans Nature, d'une simplicité telle, l'observation des images de Google Earth, qu'on s'étonne qu'il n'ait pas été réalisé plus tôt, malgré les 100 milliards de dollars investis aux États-Unis sur le sujet. Il y a un véritable hiatus climatique. Reste la responsabilité de l'homme dans le réchauffement climatique. Notre sentiment de culpabilité explique la transformation du débat en quelque chose de nature non scientifique. Pour la première fois, on a vu des académiciens demander à une ministre, Valérie Pécresse, de condamner les propos hérétiques d'un géologue académicien, Claude Allègre, qui avait osé proposer une hypothèse alternative. Ce type de procès tient plus de l'approche religieuse que de la science. La tendance générale dépressive de nos civilisations nous amène à prédire l'avenir sous un angle désespéré. Tout va très mal, madame la marquise. Dans les années 70, la mode était plutôt à prévoir la glaciation de la planète, et on annonçait que l'Angleterre ne serait bientôt plus qu'une banquise. De nos jours, nous croyons naïvement au modèle mathématique qui essaie de prédire des phénomènes complexes, multifactoriels et chaotiques. Il en va de même pour les épidémies. Il dit ça 7 ans avant la crise Covid. Il en va de même donc pour les épidémies. Les catastrophes annoncées comme celle du SRAS ou du H5N1 ne sont heureusement pas réalisées. Plutôt que de reconnaître que les modèles sont impuissants à prédire des phénomènes complexes, quand notre niveau de connaissance est insuffisant, encore plus à grande échelle et à long terme,
on propose des équations nouvelles utilisant des explications nouvelles, forcément justes a posteriori, pour recréer de nouveaux modèles que bien entendu l'avenir contredira. Nous croyons dans les modèles mathématiques de prédiction scientifique, comme les citoyens du cycle de la fondation d'Isaac Asimov croyaient aux prévisions du savant Seldon. Sauf qu'il s'agit d'un roman de science-fiction. Dans le monde réel, le futur lointain reste imprévisible. Fin du petit billet d'humeur de l'époque du professeur Raoult. Et sa dernière phrase, dans le monde réel, le futur lointain reste imprévisible, elle est parfaite. C'est impossible de trouver une meilleure conclusion pour ce podcast consacré aux prédictions foireuses des parodies de Madame Irma déguisée en responsable politique ou en jeune suédoise un peu énervée. Voilà, chers amis, le petit propos que je voulais vous tenir sur l'escrologie, en ouverture de cette saison. Je vous invite donc à consulter les articles qui en parlent, à vous procurer les ouvrages qui sont en description, et puis à vous procurer mon propre ouvrage, Réflexions intempestives, donc le condensé, l'intégralité plutôt, mais mise en forme pour le format livre, des textes de la saison 1. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère que ça vous donne quelques billes de plus pour résister au rouleau compresseur écologiquement correct, et je vous invite à pas tomber dans le piège inverse, à pas être anti-écolo, puisque les écologistes, je vous le disais en introduction, ont réussi à faire croire que l'écologie était de gauche, et que tout ce que disait le parti écologiste, ou les élus, ou les représentants, ou les autoproclamés élites écologistes, était vérité d'évangile. En vérité, ces gens sont plus proches des soviétiques que d'une quelconque écologie. L'écologie, c'est tout simplement respecter son environnement, c'est-à-dire ne pas dégueulasser son environnement immédiat et ne pas polluer son environnement immédiat. Et d'ailleurs, il est assez révélateur que les grands groupes pollueurs payent les écologistes pour parler du réchauffement, parce que pendant qu'on parle du réchauffement, on parle pas des vrais sujets, des circuits longs, des produits qui peuvent être fabriqués à moitié en Bulgarie, à moitié en Chine, assemblés à Hong Kong, empaquetés en Allemagne et puis livrés à San Diego, en passant par la France. Tout ça, sont des facteurs énormes de pollution. Et puis il y a toute la pollution des océans, de l'enfouissement de déchets, etc. Ce sont des sujets qui du coup passent un peu à l'as, puisque nous, tout ce qu'on préfère dire, c'est tiens, il pleut, c'est pas bien, ce serait mieux un climat tempéré, comme dans un bureau climatisé, donc le climat est déréglé. Et puis au mois d'août, il fait chaud, c'est dommage qu'il fasse un petit peu trop chaud. Ce serait bien que le climat soit tranquille et tempéré comme dans un bureau climatisé. Voilà, on en est arrivé à ce niveau de réflexion, et c'est ça qu'on nous vend aujourd'hui comme l'écologie. L'écologie véritable, elle est très facile à appliquer. C'est privilégier les circuits courts, privilégier l'achat local, et privilégier les comportements vertueux, simples, ne pas polluer, ne pas dégueulasser son environnement immédiat. Si tout le monde fait ça dans un quartier, dans une ville, dans un département, dans une région, dans une nation, tout le monde s'en porte mieux, et la nature s'en porte très bien. La nature n'a pas besoin qu'on fabrique des batteries au lithium ou qu'on soit écrasé de taxes pour aller bien. Elle a juste besoin qu'on ne salope pas tout. Voilà, l'introduction était un petit peu longue et peut-être un peu répétitive, mais voilà les messages que je voulais vous communiquer. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Alors je crois qu'on sera le 4 octobre, je vérifie sur mon calendrier. On sera le vendredi 4 octobre, donc on se retrouve le 4 octobre à 19h. On parlera normalement du livre de François Ruffin sur la France insoumise, où on apprendrait que peut-être, on verra ça le 4 octobre, mais peut-être la France insoumise à une vision raciale de la société. Nous verrons tout ça. On va parler racisme et race dans 2 semaines. Je vous souhaite d'ici là de passer du bon temps, d'être productif si vous travaillez, d'être efficace si vous étudiez, et puis de faire ce que vous voulez, tant que c'est utile à la France, aux Français et à la cause nationale. Allez, à très bientôt, chers amis. Cigarillos et calva.